Bonsoir très chers amis lecteurs. Merci d'être présent à cette 5e lecture de L'homme qui voulait être heureux, écrit par Laurent Gounel. Merci et bonne écoute à tous. Une photo réussite est plus parlante qu'un long discours. Mon studio aurait beaucoup de succès et accéderait à une certaine notoriété. Des magazines s'intéressant à mon travail publieraient certaines de mes œuvres. Je serais enfin reconnu pour mon talent. Ouais, ce serait cool. Je conserverais des tarifs raisonnables pour permettre à un large public de s'offrir mes services. Néanmoins, j'arriverai sans peine à doubler ou même à tripler mon salaire d'enseignant. Je pourrais enfin m'offrir une maison, une belle maison dont je dessinerai les plans et que je ferai construire. J'aurai un jardin et j'y bouquinerai le week-end, allongé dans un transept à l'ombre d'un tuile. Je me coucherai dans l'herbe et ferai la sieste, les narines taquinées par le parfum des pâquerettes. Et puis, bien sûr, je serai avec une femme que j'aimerais et qui m'aimerait. Cela va de soi. J'apprendrai aussi à jouer du piano. J'ai toujours tellement eu envie de jouer d'un instrument. Cette fois, je le ferai. Et ensuite, j'interpréterai des nocturnes de Chopin le soir dans mon grand salon pendant que le feu crépiterait dans la cheminée. De temps en temps, j'inviterai des amis et je jouerai pour eux. Mon bonheur serait contagieux. Votre poisson, monsieur. Pardon. Vous voulez du citron ou de la sauce épicée? Du citron, merci. Le poisson était présenté entier dans mon assiette et j'avais l'impression que son œil me regardait. Je me mis à culpabiliser de rêver au bonheur pendant que ce poisson était mort pour moi. Il me le rappelait en me fixant du regard. J'étais presque surpris de constater que mon rêve n'était pas démesuré. Je n'avais pas besoin de devenir milliardaire pour être heureux, ni d'être une rockstar ou un homme politique connu. Et pourtant, ce simple rêve et le bonheur qu'il contenait me semblaient inaccessibles. J'en voulais presque au guérisseur de m'avoir entrouvert une porte sur ce qu'aurait pu être ma vie. Une porte qui, une fois refermée, me laisserait un goût amer en faisant apparaître au grand jour de ma conscience le décalage immense entre rêve et réalité. Il me restait à accomplir l'autre mission qu'il m'avait confiée. Je me demandais où je pourrais trouver un accès Internet. Sans doute dans un hôtel, à condition qu'il soit suffisamment luxueux pour être équipé en conséquence. Mais on risquait de m'en refuser l'utilisation puisque je n'y résidais pas. Bon, j'essaierai demain. Je tenterai ma chance dans l'un des palaces de la côte. J'inventerai un beau bar et j'essaierai de me débrouiller. Le poisson n'avait pas l'air d'approuver mon idée. Il continuait de me fixer de son œil culpabilisateur. L'appétit coupé, je finis par demander l'addition, abandonnant mon assiette à moitié pleine. Désolé mon vieux, tu seras mort pour rien. Dehors, j'ai retrouvé l'ambiance détendue de la rue. J'ai tombé sur Hans et Claudia devant la salle des cérémonies. Ils mangeaient debout et à la hâte une sorte de sandwich assez peu appétissant. Normal. Pourquoi se faire plaisir? On perd moins de temps à manger sur le pouce et c'est moins cher, bref, plus rationnel. Bonsoir Julien, dirent-ils en sœurs. Bonsoir vous deux. Alors, combien de temples avez-vous visité cet après-midi?
Disons que nous avons bien rentabilisé notre journée, répondit Hans. Le concert ne va pas tarder à commencer, annonça Claudia. La salle des cérémonies était en fait une sorte d'amphithéâtre en plein air. Celui-ci était déjà presque plein, et nous nous assîmes au fond, tout en haut, mais de face. Moi qui suis un mélomane exigeant, j'avais quelques a priori sur les gamelans, sorte de grands xylophones en bambou qui produisent une gamme limitée de sons peu subtils. Ce soir-là, il n'y en avait pas moins de 8 sur chaîne, et lorsque le concert commença, je fus surpris par l'ampleur du bruit qui s'éleva dans l'amphithéâtre. Le son semblait de prime abord assourdissant, voire cacophonique, mais une sorte de cohérence d'ensemble m'apparut par la suite. Je devais finir par reconnaître qu'il y avait même quelque chose d'envoûtant dans cette musique pourtant peu harmonieuse pour un occidental. Au bout d'un moment, la répétitivité des mélodies vous hypnotisait et vous vous retrouviez dans un état second, comporté par les sons obsédants qui avaient une emprise sur votre cerveau. Une forte odeur d'encens se répandait dans l'amphithéâtre en différents endroits et encerclait le public. 10 ou 20 minutes s'étaient écoulées, peut-être plus, car je perdais la notion du temps. Quand les danseuses firent leur apparition sur la scène, richement vêtues de leurs subtils costumes traditionnels hauts en couleur et très raffinés, leur coiffure était sophistiquée et consistait en un chignon agrémenté de perles et de fins rubans. Leur pas de danse était précis, délicat. Chaque mouvement portait en lui une féminité et une grâce incroyables. De là, je pus voir les yeux à moitié révulsés et d'un seul coup, je compris tout. Elles étaient en transe, elles dansaient sous hypnose. C'était impressionnant de les regarder dans cet état se mouvoir parfaitement en rythme, au son des gamelans qui maintenaient leur transe et la communiquaient aux spectateurs. Leur déplacement dans l'espace était mesuré, leur coordination parfaite. Leurs mains jouaient un rôle crucial dans la danse. Elles se mouvaient en une série de gestes délicats, très codifiés, dont l'élégance n'avait d'égal que la précision. Le public était captivé et je le sentais vibrer en harmonie avec les danseuses. Les senteurs d'encens nous ensorcelaient. Seul Hans regardait sa montre de temps en temps. Claudia était subjuguée par le spectacle. J'avais l'impression qu'elle allait entrer en lévitation, phénomène qui aurait fait intéresser son scientifique de mari. Le rythme s'accéléra progressivement et le son abrasant des gamelans s'amplifia, prenant possession de mon cerveau et hantant mon âme qui n'était déjà plus tout à fait mienne. Le parfum des encens habitait mon corps et imprégnait chaque fibre de mon être. Les lumières de la scène tournoyaient dans ma tête tandis que chaque cellule de mon corps vibrait au rythme des percussions. Difficile de conduire de nuit après un tel concert. Heureusement, il me suffisait de suivre la voiture des Hollandais sans réfléchir à mon itinéraire. Je savais que je pouvais faire confiance à Hans. Il avait conservé tous ses esprits. Je conduisais machinalement et pourtant la route me sembla bien longue. On traversait des bois, des champs et d'innombrables villages dans lesquels je devais m'efforcer de me concentrer pour ne pas renverser les quelques passants encore présents dans les rues. Le plus dur était d'éviter les voitures qui roulaient dans tous les sens. La plupart du temps, sans éclairage, les balinais croient en la réincarnation. De ce fait, n'ont pas peur de la mort. Cela les rend très imprudents. Qu'ils soient piétons ou au volant, le pauvre mortel que je suis devait redoubler de vigilance. Il était près de minuit lorsque nous arrivâmes sur la plage de Pemuteran. La nuit était noire,
mais des points lumineux révélaient la présence de plusieurs personnes en différents endroits de la plage. La lune se dégazait par moments de la tentative d'étouffement des nuages et illuminait alors de sa lumière blanche et froide les petites vagues qui laissaient le sable. Nous nous retrouvâmes tous les trois devant un fonctionnaire qui filtrait l'accès à la plage. « Bonsoir, nous venons voir les tortues, dit Hans. « Bonsoir, vous avez le droit d'accéder à la plage si vous respectez les consignes. Vous ne devez pas vous approcher à moins de 2 mètres des tortues adultes. Il ne faut pas non plus élever la voix et vous devez rester côté terre. Vous n'avez pas le droit de marcher dans l'espace qui sépare les tortues de la mer. D'accord, bonne soirée. » Nous frôlâmes le sable en silence, humant l'air chaud de la nuit chargée de subtiles senteurs marines. Nous distinguions de grosses masses sombres éparpillées sur la plage, des tortues de 1,10 m et 120 kg chacune. Elles semblaient immobiles, comme endormies sur le sable. La lune blafarde qui apparaissait épisodiquement, telle celle d'un phare céleste, leur donnait l'apparence d'êtres préhistoriques, inquiétants. Nous les regardâmes, interdits pendant un long moment. Pour rien au monde, nous n'aurions troublé leur quiétude. Elles s'apprêtaient à accomplir le plus bel acte du monde dans un silence religieux, à peine froissé par l'infime clapotis des vagues. Nous étions plongés dans un univers de lenteur, immergés dans le calme, engourdis par notre fascination pour cet instant rare. Ressentant les sourdes pulsations de nos cœurs résonner au plus profond de nous, de longues minutes passèrent ainsi, sans que nous prononçâmes un mot. Puis, nous nous dirigeâmes vers un groupe de gens rassemblés un peu plus loin. Ils appartenaient à une association de protection de la nature. Dépêchés sur place pour l'occasion, ils protégeaient les tortues et surveillaient les œufs en attendant leur éclosion. Car, une fois pondus, ceux-ci étaient abandonnés dans le sable par les mères. Ils nous expliquèrent qu'ils tenaient un registre des naissances annuelles pour suivre les statistiques d'année en année. Les tortues avaient été chassées pendant des siècles, mais le gouvernement, sensible à la menace grandissante de disparition de l'espèce, avait enfin fini par proscrire leur commerce. Depuis, le braconnage battait son plein et les fonctionnaires faisaient quelques efforts pour surveiller les rares plages concernées pendant la courte saison de la ponte, 1 ou 2 minutes par an. Les tortues qui venaient pondre ce soir étaient nées ici, sur cette même plage, il y avait plus de 50 ans. Elles avaient voyagé durant toutes ces années, parcouru des dizaines de milliers de kilomètres et revenaient donner la vie à l'endroit précis où elles étaient nées un demi-siècle auparavant. Personne ne savait pourquoi. Aucun scientifique ne pouvait l'expliquer. C'était ainsi, et c'était très émouvant. Je regardais ces tortues silencieuses, gardiennes d'un secret millénaire, porteuses d'une sagesse inconnue. Pourquoi revenaient-elles ici? Comment avaient-elles mémorisé ces lieux? Comment étaient-elles parvenues à se diriger à travers les océans pour revenir précisément ici, sur le lieu même de leur naissance? Quel était le sens de cet acte? Autant de questions qui resteraient sans réponse. Nous attendîmes pendant près de 3 heures l'éclosion des œufs. C'est les œufs écarquillés et le cœur attendri que nous regardâmes les bébés à peine nés se diriger vers la mer, parcourant sans hésitation les quelques mètres qui les séparaient de l'eau. Nous apprîmes que la plupart d'entre eux allaient mourir dans les prochaines heures, dévorés par des divers prédateurs, et parmi eux, les requins. Ceux qui réussiraient à rejoindre le large et ses profondeurs auraient ensuite plus de chances de s'en sortir.
statistiquement, sur les naissances de la nuit, un seul survivrait au bout du compte. La vie est une loterie, dit Claudia, dépitée. La vie est une course perpétuelle, lui rétorqua son mari. Seuls les plus rapides s'en sortent. Ceux qui traîneront, papillonnent ou s'accordent des plaisirs meurent. Il faut toujours aller de l'avant. J'étais abasourdi, autant par les bébés tortues que par ce que je venais d'entendre. C'était extraordinaire. En quelques mots seulement, chacun avait résumé toute sa vision de la vie. La dernière pièce du puzzle hollandais se mettait en place, donnant du sens à l'ensemble des scènes dont j'avais été le témoin. Je comprenais maintenant pourquoi Claudia acceptait le rôle de ménagère imposé par son mari. Elle avait juste tiré le mauvais numéro. Quand on a perdu, on a perdu. Il n'y a rien à faire. On n'argumente pas quand on perd au casino ou au loto. Les choses sont comme elles sont. Il ne sert à rien de vouloir les changer. Quant à Hans, je comprenais mieux son obsession de l'action et son incapacité à s'accorder des instants de détente. Je me demandais si les tortues avaient-elles aussi des croyances sur la vie. Ou si, au contraire, l'absence de croyances leur permettait finalement de vivre plus en harmonie avec elles-mêmes. Je regardais les bébés tortues se diriger sereinement vers leurs éléments naturels et me demandais lequel survivrait et reviendrait ici dans 50 ans lorsqu'il aurait atteint à son tour l'âge de donner vie. Le retour sur ma plage s'était bien passé, puis j'avais pris mon rituel bain de nuit, me demandant à quoi ressemblerait mon parcours si j'étais un bébé tortue, étant par nature en proie aux hésitations. Je me demandais si l'expression dévorée par le doute n'aurait pas revêtu un sens bien particulier dans ce contexte. Le lendemain matin, je me réveillai assez tôt après une très courte nuit. Je voulais avoir le temps de rassembler les informations que le guérisseur m'avait demandées avant d'aller le rejoindre le plus vite possible. Je repérai dans mon guide le palace le plus proche et sautai dans ma voiture. 20 minutes plus tard, je passais au ralenti devant l'entrée de l'Amankila, sans doute l'un des plus beaux palaces du monde et aussi l'un des plus intimes. J'avalai ma salive en franchissant l'entrée du parc au volant de ma voiture de location premier prix. Et j'ai pris brutalement conscience de son incongruité, accentuée par sa saleté après 15 jours de crapahutage. Sur les routes poussiéreuses de l'île, j'ai remonté à faible allure l'allée bordée d'opulents massifs de fleurs, espérant faire le moins de bruit possible et me garer le plus loin que je pus de la réception. J'empruntai le joli sentier qui y menait, zigzagant à travers un jardin paysager d'un raffinement escu. Sur une pelouse bordée de rocailles, je vis deux employés à genoux dans l'herbe, munis chacun d'une paire de ciseaux. Ils taillaient consciencieusement le gazon. Dans ce genre d'endroit, une vulgaire tondeuse était exclue. Elle aurait troublé la quiétude des résidents. J'ai resté un instant interloqué avant de reprendre mon chemin, tentant d'adopter une démarche naturelle, feignant l'indifférence des habitudes. Ce fut difficile de rester dans ces registres quand la beauté du site qui s'offrait